Quand un signal électrique devient un signal politique. C'est l'histoire sonore du microphone. Dans ce numéro, Patrick Boucheron invite l'historien Emmanuel Laurentin avant de retrouver la chronique de Manon Bril. Vous l'entendez? Prêtez bien l'oreille, ça grésille. Au clair de la lune. Le premier enregistrement connu d'une voix humaine, celle d'un ouvrier typographe qui chante une comptine. Nous sommes en 1860, encore dans l'enfance de ce dispositif technique qui permet de capter, d'enregistrer, de transmettre les sons, et ainsi de leur faire traverser le temps jusqu'à nous. Écouter les voix du passé, c'est un rêve d'historien depuis Michelet. S'il est devenu réalité, c'est grâce à ce petit objet qui est devenu si familier qu'il est presque invisible aujourd'hui, le micro. Mais on verra que cette histoire est aussi de bout en bout politique. Qui prend la parole? Qui peut donner de la voix? Qui peut monter le son? Qui fera entendre les voix du peuple? Pour nous parler de cette présence oratoire, nous sommes heureux d'accueillir un homme de micro, Emmanuel Laurentin. Il se présente lui-même comme journaliste d'histoire, mais c'est aussi un historien de la radio. Ce qui est assez formidable avec l'histoire du micro, c'est que c'est l'histoire d'une disparition. Née à la fin du 19e siècle, assez discret, puisqu'il servait essentiellement à téléphoner à ses amis au loin. Il n'y avait pas encore d'amplificateur, il n'y avait pas encore de haut-parleur, ce qui sera le propre du XXe siècle. Il est disparu de nos smartphones, de nos caméras vidéo personnelles, etc. Il est tellement miniaturisé qu'on ne le voit plus. Et pourtant, c'est justement sa présence qui a choqué, qui a importé à tous ceux qui, après la Première Guerre mondiale, l'ont vu apparaître sur des scènes de théâtre, sur des scènes de concert, dans des meetings politiques. Et cela, c'est une véritable nouveauté parce qu'auparavant, les orateurs étaient obligés de parler relativement proche, sous des préaux d'école, quand on était un homme politique, ou quand on était dans un espace en plein air. Cela nécessitait effectivement une autre technique pour pouvoir propager sa voix au plus loin. Nous sommes le 25 mai 1913. La guerre va peut-être arriver, tout le monde y pense. Le gouvernement veut rallonger le service militaire d'1 an. Et évidemment, les forces de gauche pacifistes sont contre. Et Jean Jaurès, avec d'autres, organise un grand meeting au Pré Saint-Gervais, c'est à l'est de Paris. Il y a au moins 4000 personnes autour de lui. Comment ces personnes peuvent-elles entendre le discours d'un orateur socialiste comme Jean Jaurès ? Il est sur une charrette, ce qu'on appelait un char-à-banc dans la France du 1er XXe siècle. Il tient sa hampe de drapeau et autour de lui, les gens sont collés. Parce que pour entendre le message, il faut être au plus près possible. Eh bien, les premiers rangs vont répéter à ceux qui sont par cercle concentrique plus loin. Si on ne l'entend pas, on va avoir le message d'une certaine façon. Et c'est pour ça que cette série de photographies est extrêmement importante pour comprendre ce que va changer le micro dans l'art oratoire des hommes et des femmes politiques. En transformant les vibrations de la voix ou de l'air en signaux électriques grâce à l'utilisation d'un cornet acoustique, le physicien britannique David Edward Hughes améliore le transmetteur téléphonique de l'Écossais Graham Bell. Nous sommes en 1880, le terme microphone s'impose. Alors que l'on capte visuellement le monde, le rapport au son est soudainement bouleversé. Et à Paris même, boulevard Sébastopol, et monter du côté nord. On peut entendre, capter le grain d'une voix, le bruit de l'eau, le cri strident d'un train, écouter à distance un discours ou un concert. Saisir le son change le rapport intime et collectif à l'écoute. Avec le microphone et l'essor de la radio dès 1901, c'est donc moins le son que l'écoute qui se démocratise. Les discours, comme la voix des orateurs, se rapprochent des individus. Une proximité inédite se met en place. La voix qui porte devient celle qui peut changer le cours de l'histoire. Dans les années 30, le micro sert à des meetings politiques traditionnels, mais aussi à ces grandes foules qui sont rassemblées sur d'immenses stades
en Allemagne ou en Italie. Cet âge des foules qui se rassemble par dizaines de milliers d'auditeurs pour pouvoir écouter le grand leader. On le voit évidemment avec Mussolini à la tribune, des micros posés devant. On le voit aussi dans les tribunes de Adolf Hitler, devant tous les nazis qui sont rassemblés. Il est surélevé, il est en hauteur, il est seul au milieu d'une immense tribune et il est visible de loin, évidemment, mais surtout, on peut l'entendre de très loin. Goebbels, rappelons-le, disait à cette époque-là, nous ferons de la radio un chef-d'œuvre de propagande. Donc il a bien compris que par ce micro qui va pouvoir s'adresser à des foules très lointaines, par la possibilité de presser des disques qui seront là aussi des disques de propagande, eh bien on va s'adresser à des milliers de personnes qui auparavant ne pouvaient pas se rendre dans un lieu où se tenait un meeting politique parce que c'était trop loin de chez eux. D'un seul coup, on pénètre en profondeur la société allemande ou la société italienne de l'époque. Et c'est cela, justement, que le micro permet à ces dictateurs. La Seconde Guerre mondiale arrive, mais ce qui va changer, c'est que ce ne sera pas simplement les hommes politiques des dictatures qui vont commencer à s'exprimer et à se faire entendre. Il va y avoir, par exemple, un général qui sera d'ailleurs surnommé par le régime de Vichy plus tard général micro. C'est le général de Gaulle qui, dès le 18 juin 40, va s'exprimer au micro de la radio de Londres et faire porter sa voix auprès de ceux qui se trouvent encore en France pour leur dire qu'il faut résister. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance. Ce micro qui, quand on le voit devant le général de Gaulle, eh bien, est gigantesque. Il est presque aussi grand sur les photos que l'on a que le visage même de Gaulle. Le micro est fixe, il est stable, il est présent face à l'homme politique et à l'orateur politique, mais il ne peut pas bouger d'une certaine façon. Ce qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est que pour des nécessités de communication entre armées, entre un corps d'armée et un autre, on va développer des moyens de communication modernes, beaucoup plus miniaturisés, transistorisés d'une certaine façon, qui vont permettre d'avoir des objets beaucoup plus petits. Et cela va participer à une véritable révolution du micro, révolution de l'enregistrement que l'on va connaître après la Seconde Guerre mondiale. On peut aussi avoir des micros qui vont descendre dans la rue parce que ces enregistreurs, et en particulier celui que j'ai à côté de moi, qui s'appelle le Nagra, ces enregistreurs avec ce petit micro unidirectionnel qui est un Beyer, eh bien, vont permettre d'enregistrer non pas seulement l'orateur, comme auparavant, mais d'enregistrer aussi celui qui l'écoute, celui qui le critique, celui qui est en bas de la tribune ou dans la rue. En enregistrant sur des bandes magnétiques, c'est la naissance de ce qu'on appelle les micro-trottoirs. C'est une véritable nouveauté. On n'a plus de fil à la patte. La parole politique n'est pas simplement l'apanage des grands leaders politiques, mais aussi ceux que l'on entend dans la rue et donc avoir la parole du peuple d'une certaine façon. Je pose la question, la personne me répond. Dans Chronique d'un été, eh bien, on entend la voix de Marceline Noridan demandant à des passants « Monsieur, s'il vous plaît, êtes-vous heureux ?» Je vous en prie. Il m'a dit qu'est-ce que ça peut vous foutre. Madame, s'il vous plaît. Pas le temps, je fatigue déjà beaucoup, alors là... Est-ce que vous êtes heureux, monsieur? Oh, me parlez pas de tout ça. Est-ce que vous êtes heureux? Toujours, oui. C'est vrai? Oui, oui. Ça dépend ce que vous appelez heureuse. Heureuse, je suis heureuse en ménage, oui. Vous savez, question d'argent, non. On n'est jamais heureux quand on est ouvrier. Est-ce que vous êtes heureux? Non. Non? Vous n'êtes pas heureux? On fait une enquête sur... Sur le logis? Non, sociologie. Et vous pensez... Non, n'ayez pas peur, c'est le micro. C'est un micro. Êtes-vous heureuse? Oui, très heureuse. Et vous, mademoiselle? Moi aussi, bien sûr. Nous sommes jeunes et il fait beau.
On est en 61 pour Chronique d'un été. En 64, eh bien, on a évidemment la grande panthéonisation de Jean Moulin par André Malraux. André Malraux, qui est vraiment un homme des années 30 dans la façon de tempérer sa voix, de jouer de sa voix à la tribune devant le Panthéon. Et on en a la trace puisque le régime de l'époque, le régime gaulliste, va éditer par centaines de milliers d'exemplaires un disque qui s'appelle « Hommage de la France à Jean Moulin ». C'est un art oratoire qui remonte, lui, aux années 30, qui remonte au début de cette radio et de ses enregistrements. Écoute aujourd'hui, jeunesse de France, ce qui fut pour nous le chant du malheur. C'est la marche funèbre des cendres que voici, à côté de celle de Jaurès, veillée par la justice. Qu'elles reposent avec leur long cortège d'ombres défigurées. Ce discours politique-là va commencer à trancher avec d'autres modes de représentation de la voix politique. Ça va être mai 68, et mai 68, évidemment, c'est une autre affaire. On entend des voix de jeunes occupant la Sorbonne, occupant l'Odéon, qui ne parlent pas de la même manière, qui ont une autre rhétorique politique, qui exigent autre chose. C'est évidemment le jeune Daniel Cohn-Bendit, mais c'est aussi Jacques Sauvageau, c'est aussi Alain Gesmard, dont les voix sont brisées par des nuits passées à occuper la Sorbonne. Pendant des années, nous avons manifesté, on ne nous a pas écoutés. L'administration a décidé de déclarer hors la loi ceux qui sont dans la Sorbonne, donc ils occupent la Sorbonne. Politiquement, il faut exactement savoir ce que maintenant nous allons faire, car la situation est nouvelle. D'un seul coup, il n'y a plus que ceux qui sont sur les tribunes qui peuvent s'adresser par le micro à un peuple qui les écoute, mais il y a aussi la contradiction, le débat. Débattre, s'opposer ou s'affranchir. En descendant de la tribune pour parcourir les rues, le micro a permis d'amplifier la voix de celles et ceux que l'on n'entendait pas assez dans le monde politique. Je voudrais juste demander au gouvernement s'il attend qu'il y ait des morts dans les manifestations pour retirer le projet, c'est tout. L'histoire du micro est liée à la parole qui devient audible, sonore et parfois tonitruante. 4000 suppressions de postes sur l'ensemble du groupe. Il devient donc un enjeu politique majeur de l'époque contemporaine. Car prendre le micro, c'est autant prendre la parole que prendre parti. Micro torturé, abattu, cassé, micro que l'on coupe dans les hémicycles et les parlements à travers le monde. Ils ont voté les pleins pouvoirs à Pétain et vous avez voté pour... L'objet micro est entièrement lié désormais à une forme d'engagement politique. C'est pourquoi, après avoir tant cherché son amplitude, les femmes et les hommes politiques craignent de plus en plus les micros qui gravitent, écoutent et enregistrent, car ils captent autant les messages policés que les petites phrases assassines. Comme la plupart des inventions révolutionnaires, le micro, en s'intégrant matériellement et symboliquement à la vie politique, a dépassé son simple statut d'outil au service des discours pour devenir un moyen essentiel de maintien et de conquête du pouvoir. Quand on s'intéresse à l'histoire du XXe siècle, on est privilégié. Parce que, d'une certaine façon, le micro, l'enregistrement, a permis de conserver des voix. Quelque chose qui est extrêmement fugace, un cri que l'on lance, un appel à quelqu'un dans la rue ou au bout du champ, tout cela, on l'a conservé grâce au micro. Et cela, c'est un trésor pour les historiens, car il y a de quoi, justement, utiliser ces enregistrements pour mieux comprendre comment évolue une société, comment elle parle, comment elle se parle et comment elle s'écoute. La vertu des enregistrements de tous ces hommes et femmes politiques du XXe siècle, c'est de pouvoir être réutilisés. On sait le pouvoir des archives. On sait combien, dans les mouvements comme Black Lives Matter, par exemple, eh bien, on peut utiliser la voix de Malcolm X ou la voix de Martin Luther King pour pouvoir remobiliser les troupes, pour pouvoir dire « I have a dream », par exemple. Ça, c'est important. C'est-à-dire que ces voix-là servent encore aujourd'hui, parce qu'elles ont été enregistrées par un micro et un enregistreur, servent encore de moteur à l'action politique aujourd'hui. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et maintenant, Manon Bril déjoue la frontière entre histoire et culture populaire.
Le mic drop ou lâcher de micro, c'est quand quelqu'un enflamme la scène à coups de bonnes punchlines, retourne son audience et la quitte avec ce geste désormais devenu culte sur les internets. Grâce à qui? À Obama, qui l'a utilisé à plusieurs reprises, cultivant son image de marque de président cool. Mais c'est loin d'être son invention. Le mic drop se pratique largement depuis les années 80 dans les comédie clubs ou dans la culture rap. Mic drop, c'est d'ailleurs le nom d'un documentaire américain de 2017 consacré au rap chrétien. Eh oui. Mais c'est donc maintenant à la figure d'Obama que le geste est associé. Une image qui est devenue un vrai mème sur Internet. Déjà en 2012, le duo de la série télévisée américaine Key & Peele joue un sketch mettant Obama en scène, gagnant un battle de rap à la fin duquel il drop le mic. Puis en avril 2012, c'est le président lui-même qui fait le geste. Après un speech sur les pré-étudiants qu'il donne dans la célèbre émission américaine Late Night with Jimmy Fallon. L'extrait sur YouTube a dépassé le million de vues, devenant vite viral, et les tendances Google ont montré que beaucoup de gens sont allés se renseigner à ce moment-là sur le fameux mic drop. Et paf, un mème est né. Obama en est tout à fait conscient et il le réutilise même en 2016 lors du dîner des correspondants de la Maison Blanche. Bref, une très habile maîtrise des symboles et de la com, faisant glisser le micro politique à la sphère de la pop culture, tout à fait en accord avec l'image du président cool et classe qu'il s'est construite. La manière dont nous parlons, notre phrasé, le grain de notre voix, quand paraîtront-ils aussi datés que les intonations d'André Malraux? Faire l'histoire du micro, c'est aussi mesurer tout ce qui manque à celles et ceux qui tentent de faire l'histoire des sociétés anciennes. C'est ce qu'a tenté de faire toute sa vie Arlette Farge, historienne des cris et des voix du peuple qui sont tapis dans les archives du XVIIIe siècle. Un volume de la collection Audiographie des éditions de l'EHESS en restitue les instants de vie.